Expert des langages informatiques, il traduit la demande d'un client en ligne de code informatique. La révolution numérique le place parmi les professionnels les plus recherchés, surtout qu'il sait s'adapter et élargir ses compétences. Il s'agit bien sûr du développeur web et c'est de ce métier que nous parlons ce midi dans Coaching numérique. Dans nos champs, on vous propose une aide campéchée comme l'une des solutions les plus efficaces pour sécuriser votre ferme. Et bien sûr, nous allons clôturer l'émission du jour avec le débat qui s'intéresse aux fuites de responsabilité sexuelle au sein du couple. Bonjour, chers amis. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver par ici tous les jours sur le rendez-vous de midi. Merci de nous recevoir et merci d'installer avec moi ce midi ma première rubrique Coaching numérique. Ansbe Abalo, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Vous êtes digitaliste et expert en intelligence artificielle. J'espère que vous allez très bien. Le week-end, je vais bien, ça a été chez vous. D'accord, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au métier de développeur web. Déjà, un développeur web, c'est qui et il fait quoi concrètement? Merci beaucoup, Madame Rebecca. Alors, un développeur web, c'est quelqu'un qui a fait des formations, d'accord, en développeur web, en développement web, en rédacteur web, en graphisme, d'accord, et qui propose de contenu, d'accord, qu'il migre en ligne pour tout domaine d'activité. D'accord. En vue de faciliter l'accessibilité. On dit souvent qu'avec le numérique, le monde devient un village planétaire. Donc, quelqu'un qui développe un site, il met la prestation d'une entreprise ou bien les produits d'une entreprise en ligne et quelqu'un peut être en Chine ou bien aux États-Unis. Il aura la possibilité de consommer ses produits ou ses prestations depuis un lieu X ou bien Y à travers les plateformes web, à travers les sites web, à travers les portails web, à travers tout ce qui a rapport avec la création web. Alors, si je comprends bien, quand on parle de développeur web, c'est quelqu'un qui met en place des algorithmes, enfin une application à partir des algorithmes. Tout à fait. Tout simplement. Quelqu'un qui fait du développement, qui code en langage de programmation web, d'accord, et qui envoie de contenu à travers les codes, qui donne de vie, d'accord, à travers des écrans. La fois passée, on avait parlé des graphistes. En réalité, la différence entre un graphiste et un développeur web, c'est que le graphiste, lui, dessine et le développeur, lui, donne vie à ce dessin-là à travers de codes informatiques, à travers des algorithmes, etc. Quand on prend l'exemple des différents réseaux sociaux, donc le cas de Facebook, WhatsApp et autres, derrière, ce sont des développeurs web. Exactement. Derrière, c'est un développement, c'est pas un, c'est un ensemble d'accord, de développeurs qui ont mis en place la plateforme de Facebook, et qui ont mis en place la plateforme de WhatsApp. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu des exemples par rapport à ce métier de développeur web. Alors quels sont les types de développeurs web qu'on distingue? Alors on a plusieurs types. Il y a des développeurs web qui sont spécialisés en fonction du type de site que tu veux développer. Il y a par exemple des sites vitrines, d'accord, des gens qui sont spécialisés dans le développement des sites vitrines. Quand un site vitrine, c'est quoi? C'est un site qui présente juste une personne, une activité, un événement ou un produit, un service, une prestation. Par contre, il y a des développeurs qui sont spécialisés dans le e-commerce, c'est-à-dire que eux, ils mettent en place des sites destinés à la vente. En plus de la présentation du produit, vous pouvez acheter ces produits-là en ligne via des canaux digitaux. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut un type d'études d'abord avant de devenir développeur web? Je suppose que oui, ou bien de formation. On parlera de quel type de formation dans ce cas? Merci beaucoup, Madame Rebecca. Alors, je vais vous surprendre. Il ne faut aucun diplôme. Franchement? Je vous assure. Il ne faut aucun diplôme. Même pas le baccalauréat, même pas le bac. BPC. Je vous dis, sous d'autres cieux, des enfants de 10 ans en Europe développent des sites web. Des enfants de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, si on dit aujourd'hui, il faut avoir un diplôme avant d'être un développeur web, c'est un faux problème. Il faut juste faire une formation.
Et quand tu fais la formation et que tu t'appliques, tu deviens expert. Aujourd'hui, avec le numérique, les gens doivent comprendre que c'est tellement facile d'acquérir des compétences et d'en profiter, au fait. Ce n'est même pas à discuter. Moi, je prends le cas de nos jeunes étudiants qui finissent l'université, bac plus 5, 6, mais qui n'ont jamais vu l'ordinateur. Comment il peut utiliser le numérique et en profiter. Par contre, il y a d'autres jeunes sous d'autres cieux, déjà à 10 ans, on leur remet des ordinateurs et puis ils travaillent, ils apprennent les langages informatiques sur Internet, sur YouTube, etc. Ils voient, ils appliquent. C'est un peu comme un apprenti tailleur. Il voit son maître tailleur faire des coupes. Et il le fait il applique et puis il devient fort au bout de 3 mois et commence pas à gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, les jeunes doivent cesser de dire il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi, on jette le tort au gouvernement en place. Il n'y a pas si, tout, non, c'est un faux problème. Le numérique offre quand même aujourd'hui l'avantage. Beaucoup de possibilités, Madame Rebecca. D'accord. Alors, un développeur web peut gagner en moyenne combien par mois? Merci beaucoup, Madame. Alors, un développeur web, c'est un ensemble de compétences. Il doit être d'abord rédacteur web. Vous vous rappelez, on avait parlé de rédacteur web. Il doit être un graphiste, d'accord? Et maintenant, il doit apprendre le code. Il doit apprendre le langage informatique. Donc, quelqu'un qui est bien en développement web doit minimum 5 millions par semaine. Hein. Mais déjà, j'ai une question. Hein. Pourquoi avoir des compétences en rédaction web avant d'être développeur web? Puisque je pense que développeur web, en tout cas de ce que je comprends, c'est beaucoup plus technique, non, avec les algorithmes et autres. De l'autre côté, quand on parle de rédacteur web, c'est l'écrit, la rédaction et tout ça, ou bien n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, je vous explique. Lorsque celui qui développe le site... il doit remplir le site, il doit mettre le contenu proposé par le rédacteur web. Si lui-même n'a pas des compétences, il ne saura pas si ce qu'il est en train de poster est bien ou pas. Et du coup, celui qui lui a confié le travail dit, mais Madame Rebecca, vous développez, mais regardez le contenu que vous m'avez proposé. Je continue. Celui qui est développeur web doit avoir des compétences en graphisme. Pourquoi? Parce que imaginez quelqu'un qui fait une bannière qui ne respecte pas la taille qu'il faut sur le site. Le développeur doit avoir l'œil pour dire, ah non, attention monsieur, vous n'avez pas bien fait votre travail de graphiste. Recorrigez, mettez les pixels, mettez les dimensions, etc. etc. Dans ces conditions, le travail est bien fait. Est-ce que vous voyez? Donc en réalité, les développeurs sont vachement payés sous d'autres cieux. Hein. Parce qu'ils sont multitâches. Ils sont multitâches. Moi, j'étais étonné quand j'ai vu, je crois que c'est sur une émission où on parlait de développer un site web à 20 000 ou bien à 30 000 et ils ont sponsorisé ça sur les réseaux sociaux. Mais on ne doit pas accepter ces genres de choses. C'est insulter le métier de développeur web. Je vous assure tout. C'est des métiers qui payent vachement. Quelqu'un qui est bien en site web, en développement web, peut être à 5 millions de francs CFA par semaine. Wow. Oui. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, du tout pas. Regardez les 10 hommes les plus riches, 8 sont dans le domaine du numérique et regardez comment Facebook brasse de l'argent. Chaque seconde, Facebook brasse des milliards. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, quelqu'un qui a ces compétences-là, s'il est bien et il fait violence sur lui-même, il est discipliné, il ne va pas se plaindre. Et justement, quelles sont les qualités à cultiver pour être un bon développeur web ou les qualités à adopter? Ok, alors pour être un bon développeur web, il faut déjà être discipliné parce que c'est du code. Je vous assure, tu peux être sur un ordinateur aujourd'hui et à cause d'un seul point que tu n'as pas mis, le code ne fonctionne pas. Donc, il faut d'abord la discipline. Ensuite, il faut apprendre. Il faut aimer des nouveautés parce que le site web que tu as développé il y a de cela 2 ans, sois sûr qu'il y a des mises à jour, d'accord? Et tu dois faire ces mises à jour-là sur ton site pour être quand même à la hauteur. En réalité, c'est les exigences du numérique. C'est-à-dire que tu dois t'actualiser au jour le jour. Si tu ne t'actualises pas, un jeune qui a le PPC, il t'actualise et puis il te dépasse. Or, toi, tu as bac plus 54, mais tu es là et tu t'es pas actualisé. Donc, il faut la discipline, il faut la formation continue, d'accord? Il faut également être multitâche, c'est-à-dire que tu dois faire tout. Tu dois être graphiste, tu dois être développeur web, tu dois avoir l'œil exactement. Il faut aussi avoir la notion du détail. Est-ce que vous voyez? Est-ce que sur le site maintenant, le rédacteur web n'a pas oublié un S ou bien n'a pas mis un T à la place? Parce que vous savez, le site en réalité c'est l'identité virtuelle de l'entreprise ou d'une personne ou d'une société ou d'un événement. Donc imaginez les sponsors, d'accord, sous d'autres cieux, pour vous sponsoriser, pour vous accompagner, vont vous demander, ah mais
donnez-nous votre site web, votre plateforme. Ils iront dessus, ils vont voir. On voit des sites, on ne respecte rien du tout, on ne va pas vous prendre au sérieux. Il n'y a pas l'esthétique, c'est pas attractif. C'est pas attractif. On va dire, mais ceux-là, mais c'est quoi ça? Parce que c'est leur identité à l'extérieur. Vous pouvez être ici, les gens peuvent vous voir de partout dans le monde. À travers juste votre site. À travers votre site. C'est pour cela que les gens sont ici, dans un point 1A, B, et puis ils ramassent de l'argent. D'accord. Alors, à quel moment intervient le développeur web dans la conception d'un projet? À quel moment le développeur web intervient? Merci beaucoup. Alors, je prends par exemple un projet où le monsieur veut un site web. D'accord? Dans un premier temps... De vente en ligne. De vente en ligne, par exemple. Alors, dans un premier temps, il doit rédiger le projet déjà, le business plan du projet. C'est très important. Ensuite, tout ce que lui-même il veut. Voilà aussi un autre problème auquel les développeurs sont confrontés. Je vous explique. Je veux un site, mais moi-même, je ne sais pas ce que je veux. Je n'ai pas de contenu à afficher sur le site. Ça, c'est celui qui fait appel au développeur web. Voilà, il devrait normalement avoir un contenu, exactement. Pas uniquement une idée. Pas uniquement une idée. À part l'idée, tu dois avoir des photos, des contenus, etc. Du coup, quand tu fais appel au développeur, lui va te demander un certain nombre de choses. Cahier des charges, photos, clés vidéo, mais tu n'as rien de tout ça. Et puis, tu dis, je veux site. La personne maintenant s'échine et fait une proposition et tu dis maintenant que ah non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ça que j'ai demandé, alors que tu n'as rien proposé au départ. D'accord. Donc il faut un projet d'élaboration du contenu, il faut savoir ce qu'on veut avec précision, parce que le métier de développement, c'est un métier de précision. Si vous n'avez pas la précision, c'est pas bien. Ce qui fait que quand les clients qui vous commandent n'ont pas de précision, ça vous ralentit. Tu fais une proposition, dis non, c'est pas ce que je veux. Non, c'est pas. Parce que le client n'a pas une idée claire de ce qu'il recherche. Donc le cahier des charges ou bien les thèmes de référence cadre au fait la chose, de telle sorte que le développeur lui voit, ah ok d'accord. Donc dans un premier temps, le rédacteur web doit travailler. Donc tout le contenu est rédigé. Ensuite, le graphiste doit travailler. Les images, les bannières. Ensuite, il faut même un conseiller juridique parce que aujourd'hui, avec l'APDP aujourd'hui, si tu dois mettre un site en ligne, tu dois respecter un certain nombre de choses. Les données par rapport à ceux qui vont se connecter sur ton site. Est-ce que vous avez une politique de collecte de données, les FAQ, etc., etc. Et ce n'est qu'après ça maintenant que le développeur récupère toutes ces informations maintenant et commence maintenant son développement, donne de vie là où le graphiste a travaillé, mais de l'autre là où le rédacteur web a travaillé, et puis il fait son post. Alors déjà pour la formation, elle peut durer combien de temps? Alors la formation en développement web, déjà il faut avoir les compétences en graphiste. Avant d'aller s'inscrire dans le... Oui, c'est une chaîne. Tu dois te faire former en graphisme. Tu dois te faire former en rédacteur web, en base en numérique. Tu ne peux pas vouloir être développeur, tu ne connais pas arrobase sur clavier. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai rencontré des étudiants qui veulent soutenir master, licence, et puis ils ne savent pas là où on tape arobase sur un clavier. Ceux-là, on ne peut pas les encourager à venir développer, à venir apprendre site web. Donc, on reprend de la base en numérique. Ensuite, graphisme. Ensuite, la formation en développement web proprement dite. D'accord. Alors, très rapidement, les débouchés pour un développeur web, les débouchés à pas être développeur web. Merci beaucoup, Madame Rebecca. Alors, à pas être un développeur web, les débouchés, je peux être formateur. D'accord. Je peux former d'autres personnes à avoir les compétences en développement web. Est-ce que vous voyez? Je peux participer à des projets d'intelligence artificielle et du système embarqué parce que l'intelligence artificielle repose sur la collecte des données et le traitement des données. Or, lorsque quelqu'un met en place un site web, c'est un moyen pour collecter les informations. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, entre autres, quelques débouchés que quelqu'un qui a fait le développement. Il peut aussi faire le graphisme, mais oui, il peut faire le graphisme, faire les affiches, les conceptions. Il peut également être rédacteur web aussi, s'il n'a pas de marché de site web. Il gère en même temps. C'est un métier qui te donne la possibilité de faire tellement de choses que toi-même, tu
D'où le montant que vous avez prononcé tout à l'heure, parce que si effectivement tu fais tout ça, forcément c'est que à la fin du mois, tu es forcément bien payé. Merci. Ansbe Abalo, merci. Je rappelle que vous êtes digitaliste et expert en intelligence artificielle. Et avec vous, on parlait du métier de développeur web. Bel après-midi à vous. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres thématiques, toujours dans la rubrique coaching numérique. Bon retour. Et il est l'heure pour nous d'enfiler nos bottes, direction le champ pour parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Dans nos champs ce midi, ça ne pose pas, mais ça protège. Par contre, on veut vous aider à mieux sécuriser vos fermes et notre expert en agriculture rentable vous propose le camp pêché comme solution. Talagwe Valéransou, bonjour. Bonjour Rebecca. Bonjour, chers amis téléspectateurs. J'ai envie de dire aux téléspectateurs que tu es venu en retard ou bien... Je suppose qu'ils ont constaté eux-mêmes, en tout cas. Le week-end a été mouvementé, n'est-ce pas? Donc, vous avez 3 minutes pour réellement me convaincre. Il n'y a pas de souci. Alors, le camp pêché, pour vous, est l'ultime solution pour protéger les fermes. Pourquoi? Alors, parce que déjà, le camp pêché, comparé à la clôture conventionnelle en briques ou en barbelé, coûte 1 million de fois moins cher. Le camp pêché est disponible en abondance au Bénin ici. Et les graines de camp pêché prennent 4 jours pour germer et 1 mois pour être prêt, pour être répiqué au champ. Et une fois mis en place, ça joue 2 rôles. Le rôle d'obstacle physique contre les pollens d'autres champs, contre les vents, domine les vents forts et également ça entrave toute intrusion de personnes étrangères, de bétail. D'où le problème de transhumance, d'affrontement chaque année, pendant chaque saison de pluie entre les peuls et puis les producteurs est un peu résolu. Et justement, comment y parvenir? D'accord, pour faire la clôture de son champ avec les graines de camp pêché, il faut d'abord aller les collecter au champ. Et vous pouvez les collecter dans les hôpitaux. Partout où vous avez des vieilles plantes de gros arbres de camp pêché, vous collectez ces graines-là. Vous allez prendre ces graines que vous allez ensemencer sur une planche comme on est en train de faire à l'écran. Et là, c'est le semis aléatoire. Après ce semis, vous allez passer une couche de 2 cm de sable ou de sable fin pour vous protéger comme je suis en train de faire là. Et dès que vous terminez ça, vous allez chercher les feuilles de palmier à huile ou bien de la biomasse ou bien les débris voilà, de végétaux et vous paillez tout contre les rayons ultraviolets du soleil et puis voilà, vous prenez l'arrosoir pour arroser comme je suis en train de faire dans mon champ là-bas. Et quand je termine ça, 4 jours après, jour pour jour, je dois constater déjà la germination et 1 mois après, je suis prêt pour aller au champ avec mes graines de camp pêché qu'on appelle le Yamatocilum campeshanum pour les gens qui ne sont pas béninois ou qui ne comprennent pas français. Le nom scientifique est universel, donc le chinois, le russe, tout le monde peut comprendre le campéché. Et donc là, quand vous faites ça, il faut planter à tous les 0,5 mètres pour en bénéficier, pour que comment on appelle ça, la densité de plantation soit vite serrée. Et il ne suffit pas juste de planter, il faut venir au moins 4 fois par an pour vérifier, élaguer, vérifier et remplacer les plantes qui n'ont pas germé la saison prochaine ou s'il pleut encore. Donc il faut élaguer de part et d'autre pour permettre à la raie d'avoir vraiment une homogénéité, une beauté et la limiter au grand max à 2 mètres de hauteur. Sinon, ça va devenir un grand arbre que vous ne pouvez pas contrôler après. Et ces épines entravent l'introduction de bétail, des animaux sauvages si possible et des voleurs, des maraudeurs parce que quand on est une ferme, tu vois comment ils sont de faire là. Ça, c'est 1 semaine après la levée. Juste une semaine. Oui, tout juste 1 semaine. Je suis en train de les mettre dans les sachets de pépinière comme ça. Et puis, wata. Pour protéger l'environnement, aller ramasser dans les caniveaux, dans les marchés, tantôt pas tout ça, les sachets de pour les recycler autrement. Recycler au lieu d'acheter des sachets neufs que je suis en train de dire. Je ne suis pas un bon exemple là. Ça, c'est des sachets neufs et c'est pas bon. Mais c'est bien dégradable. Hein. Mais j'aurais dû utiliser les sachets de Puwata pour montrer aux gens qu'on peut les valoriser, on peut les recycler pour leur donner une seconde vie. Au lieu de les laisser dans les décharges. Vous avez parlé de la germination tout à l'heure. Est-ce qu'il faut tout le temps arroser ou attendre la saison des pluies? Très bien. Alors, ceux qui sont malins comme moi,
ils réalisent leur pépinière 2 à 3 mois avant la saison des pluies. Donc, j'ai des camps pêchés 2 à 3 mois avant la saison des pluies au Bénin qui a 1 mètre de haut. Donc, ça, comment on appelle, sa chance de la probabilité de suivi et de reprise est énorme. Elle est autour de 90%. Et donc, là, vous arrosez matin et soir jusqu'à la germination, jusqu'à ce que les plants soient prêts pour aller au champ, vous les arrosez. Et maintenant, vous les mettez en terre uniquement au début de la saison des pluies quand on sait que les précipitations se sont complètement stabilisées. Et voilà, c'est une richesse pour le Bénin. Talagwe Valère Onsou, merci. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous, on parlait de comment sécuriser sa ferme grâce au camp pêché. Bel après-midi à vous, mais avant, est-ce que vous fuyez par hasard vos responsabilités sexuelles à la maison? Talagwe, merci. J'ai déjà ma réponse. Merci. On installe à présent mes invités pour le débat. C'est un lien de plaisir, d'attachement et d'union marqué par l'histoire de l'individu, ses influences biologiques, sociales et psychologiques. La sexualité est un facteur qui participe à l'équilibre du couple et donc à son bien-être. Mais parfois, face à des situations que traverse le couple comme l'arrivée des enfants, des problèmes de ménage et bien d'autres, certains partenaires de vie de couple fuient cette responsabilité sexuelle que partage le couple, parfois sciemment ou parfois indépendamment de leur volonté. Dans ce mini-forum de discussion, on va essayer donc de se pencher sur quelques causes et voir ensemble quelques pistes de propositions, de solutions. Fuite de responsabilité sexuelle au sein du couple, quel danger pour le foyer? C'est donc la thématique du jour. On en discute avec Simplice Dossou. Simplice, vous êtes écrivain. Bonjour Simplice. Bonjour Madame Rebecca. Comment vous allez? Très bien, chez vous. Fais-nous approuvons notre conseillère matrimoniale. 4 semaines plus tard, elle est là, de retour. Bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Comment vous allez? Ça va très bien. Et en face de vous, Leslie qui a choisi aujourd'hui de rester à ma gauche. Toujours au rendez-vous. Leslie, c'est comment? Merci beaucoup de m'avoir invité une fois de plus. Oh, le plaisir est pour nous. Les téléspectateurs vous aiment bien. Ah oui, moi je vous adore encore plus parce que vous illuminez notre journée quand on vous voit. C'est gentil, c'est gentil ça. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par notre conseillère matrimoniale, Madame Apovo. Alors, quels sont les signes qui notifient qu'un couple est en train de traverser des zones de turbulence? Un exemple. Il vous est certainement déjà arrivé de recevoir des partenaires ensemble ou le partenaire seul. Est-ce que quand la personne commence par vous narrer son histoire, à quel moment vous comprenez tout de suite que, tiens, ce couple est en train de traverser des situations difficiles, surtout sexuellement? Merci Madame Rebecca. C'est souvent un sujet difficile à aborder. Surtout pour les femmes africaines. Parce que il faut être très attentive pour comprendre le problème, c'est-à-dire le sujet même, le vif du sujet. Parce qu'elle reste là, elle tourne autour du pot. Elle ne dit pas. Non, elle tourne autour du pot tout le temps. Et c'est peut-être à un moment où moi-même, je perce l'abcès. Comment vous arrivez à percer l'abcès? Voilà. Souvent, on est enfant. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas gynécologue non plus. Mais vous avez quand même de l'œil, vous voyez. Voilà. C'est des femmes souvent névrosées. D'accord. C'est des femmes qui commencent avec des pleurs d'abord. Et là, tout de suite, vous comprenez que sexuellement, elle n'est pas... C'est des femmes qui commencent par dénigrer leur mari. En griffe. D'accord. Il y a d'autres qui commencent... Ou bien elle commence par accuser le monsieur d'infidélité. Souvent, c'est ça qui revient. D'accord. Mon mari, il est infidèle, il n'est plus bon au lit, il n'est plus présent, on a il plus est absent d'intimité. au cours de nos intimités, je ne le sens plus. Et c'est de question à chose que je découvre que vraiment c'est des dysfonctionnements érectiles qui amènent cet état de choses. Et la femme finit quand même par accepter, dit oui, madame, fais-nous, mon mari ne répond plus au lit.
souvent, elle parle des dysfonctionnements primaires ou secondaires. Mais c'est quand c'est secondaire que les femmes sortent. Sinon, si c'est primaire, les femmes... Qu'est-ce que vous mettez dans primaire? Ce que je mets dans primaire... Oui. Ça arrive une fois en passant? C'est les pannes sexuelles, c'est les éjaculations précoces. C'est ça que je mets dans primaire. D'accord. Mais la phase secondaire, c'est carrément l'impuissance. D'accord, on va développer tout cela tout à l'heure. Simplice Dossou, qu'est-ce qui peut engendrer la fuite de responsabilité sexuelle au sein du couple, selon vous? Merci beaucoup. Et quand on parle de foyer, quand on parle de couple, et je dirais que le bois ou bien le ciment qui consolide et qui fait que le couple devrait exister de façon durable, si on enlève l'aspect sexuel, je crois que ce serait vraiment difficile. Vous voyez? Donc, on dirait que l'aspect sexuel prend quel pourcentage au sein du couple? Ça dépasse, je dirais, 80-90%. 80-90%. Bien sûr. Parce que de façon générale, lorsqu'on prend même les femmes témoignent en disant, quel que soit ce que tu fais ou que tu me fais, je ne suis pas une gravure dans la chambre. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est un point capital où il faille tout faire pour honorer ça. Et ce qui pourrait maintenant causer, ou bien ce qui pourrait permettre, ce qui pourrait occasionner la fuite de responsabilité de certains hommes, je vais dire. Pourquoi certains hommes? On est en train de parler en règle générale. Oui, il y a certains, parce que je ne dirais pas que c'est tous les hommes qui fuient leurs responsabilités sexuelles. Il y a certains. Et cette couche de certains, je vais dire... Vous pensez que les femmes ne fuient pas souvent leur... Je parle du cas des hommes d'abord. D'accord. Si c'est possible, je viendrai sur les femmes. Ok, on y va. Vous voyez? Parce que la balance, ça va de l'autre côté. D'accord, ou bien vous allez dire ce qui vous concerne et les dames vont parler de leur cas. Non, du tout pas. Je vais parler des cas des dames aussi. On y va. Vous voyez? Il y a certaines tâches, certaines professions de certains hommes qui font qu'ils n'arrivent toujours pas à honorer à leur rendez-vous ou bien à leurs obligations sexuelles. Par exemple, je prends certains hommes où tout le temps, pendant toute la journée, ceux-là qui font le zème, par exemple, quand ils te prennent ou bien quand tu écoutes leur conversation, ils disent qu'ils reviennent tardivement la nuit, tout cassé avec la courbature. Quand ils viennent là, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils dorment et quand est-ce qu'ils se réveillent. Même si on les touche, ils n'arrivent même pas à bouger. Quand c'est comme ça, et si pendant toute une période, tu ne fais que ça à ta femme, finalement, elle finira par dire « Ah, ça veut dire que je suis devenu une gravure dans la maison. » Vous voyez, il y a aussi certaines tâches professionnelles, et en dehors de ceux-là qui font des hommes, il y a ceux-là qui pratiquent les travaux champêtres et qui s'adonnent tellement à ça, si bien que ces activités physiques font qu'ils sont vraiment faibles. Vous voyez, quand c'est comme ça, la femme doit aussi prendre la disposition pour dire « Ah, le métier que tu exerces, elle est là pour lui donner des conseils nécessaires pour que ça ne soit pas aussi une crise pour la vie conjugale, pour la société au foyer, je vais dire. Vous voyez, en dehors de ces tâches professionnelles, ces professions qui peuvent constituer des obstacles, il y a aussi certains faits que les hommes, de façon délibérée, prennent des décisions en eux-mêmes pour dire « je ne ferai plus ça ». Parce que, d'une part, la femme l'a énervée, d'une part, la femme a tenu des comportements où elle se dit, pour sécuriser sa vie, je ne ferai plus ça. J'en connais des gens. Vous parlez de l'adultère de la femme? Pas forcément de l'adultère. Okay. Il y a certains hommes, ils ont un cœur où on ne sait même pas comment apprécier et ils prennent des décisions fermes pour dire jusqu'à nouvelle ordre, je ne la touche plus. Et quand on cherche à comprendre, ce n'est pas en réalité quelque chose qui puisse m'énerver jusqu'à ce point. Vous voyez? Il y a aussi d'autres aspects spirituels qui font que certaines prennent des décisions fixes pour dire je ne ferai plus parce que certainement il a changé de piste. De piste? Oui, de piste spirituelle. Et ça qui a fait, oui, bien sûr. Ça a fait dans la spiritualité, bien sûr, il y a des pistes. Ça fait qu'on lui a interdit de dire par an, tu ne toucheras une seule fois que ta femme. Ok, mais dans ces cas-là, est-ce qu'il le dit à sa femme? Bon, difficilement, mais il arrive à le dire, mais difficilement. Soit ton père dit, tu ne dis plus ça. D'accord. Et il conserve ça pour dire, oui, je le fais de cette manière. Merci Simplice Dossou. Alors, Leslie, on a écouté Simplice Dossou qui tout le temps a parlé, en tout cas pour la majeure du temps, du cas des hommes. Mais on sait que la fuite de la responsabilité sexuelle est partagée, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est deux personnes qui s'unissent, c'est deux corps. Donc, il faudrait beaucoup mettre du sien déjà dans un foyer, surtout chez l'homme. Parce que tout part de l'homme. Si l'homme a une motivation pour la femme, c'est comme vous, Rebecca, vous pouvez être, je suis avec vous, si vous ne sentez pas de motivation, en moi, ça meurt. Donc, et vice-versa, parce que si
à un moment donné, parce que vous savez, il y a des femmes, elles meurent à l'intérieur d'elles. Ça veut dire, le sexe, ça ne lui dit, permettez-moi, excusez-moi. Ça ne lui dit plus rien. Rien du tout. Donc, mais qu'est-ce qui provoque ça? Il y a beaucoup de facteurs. Comme quelques exemples. Et les facteurs, c'est les problèmes familiaux, le comportement du mari, deux fois les enfants, deux fois la vie sociale. Donc, tout cet ensemble fait en sorte qu'à l'intérieur de la femme, elle meurt. Mais après... la femme, pourquoi la femme, on a tendance à voir que les femmes oublient généralement qu'avant l'arrivée des enfants, ils étaient deux. Et qu'il y avait une certaine responsabilité vis-à-vis de l'un et de l'autre sexuellement. Mais pourquoi généralement, la remarque, c'est que les femmes, quand elles commencent pas à avoir des enfants, elles n'ont plus le temps, non, lui va encore venir me toucher, non, je ne veux pas. Ou bien pourquoi certaines femmes également pensent tout de suite que l'acte sexuel doit conduire uniquement à la grossesse? Non, oui, bon, c'est vrai, c'est assez pertinent parce que j'ai eu dernièrement un couple avec lequel j'ai parlé, mais bon, Rebecca, permettez-moi de dire que je vais rentrer là un peu dans l'ordre spirituel, comme Simplice disait tout à l'heure. On est dans un monde compliqué aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en Afrique, lorsqu'une femme elle a fait des enfants, pour elle, elle est comme une voiture à garer, mais qui est souvent dommage. C'est pour ça que je reviens encore de dire que la motivation, c'est l'homme. Parce que si l'homme vous fait vous sentir belle, vous fait sentir que vous êtes toujours la première et que vous avez toujours la première place, croyez-moi, Rebecca, vous irez au-delà de ça. Donc voilà, je me dis, ça va des deux paires, mutuellement chez l'homme et la femme. Parce que moi-même, je suis en couple. Il y a des moments, j'ai pas envie parce que je suis fatiguée. Hein? Et il comprend. Surtout, il faut avoir quelqu'un en face de vous qui comprend. Mais vous êtes fatigué combien de fois dans la semaine? Ben, je dirais qu'une fois. Une fois en passant, mais c'est pas tout le temps. Pas tout le temps. Je suis pas comme si c'est un rendez-vous tous les mercredis. Non. Je suis fatiguée. Non, pas du tout, madame. Alors, pas du tout. Et je tiens à préciser aux femmes que non, il ne faudrait pas que ça soit une habitude de je suis fatiguée. Comme ces hommes qui disent tout le temps je suis fatiguée. Il faut savoir faire la part des choses entre son travail et son épouse et sa copine et ce que vous voulez. Madame Apovo, parlons toujours des causes de cette fuite de responsabilité. Est-ce que l'une des causes ne serait pas également liée à cette, on va dire quoi, dépendance sexuelle de l'un ou l'autre des partenaires? Quelqu'un qui, tu es en face d'un homme qui adore le sexe, mais quand on dit adore le sexe, c'est réellement dans le sens du mot. Et tout le temps, il veut que tu sois au rendez-vous. Est-ce que cela aussi ne peut pas amener l'un ou l'autre partenaire à fuir cette responsabilité sexuelle? Je pense que la fuite de responsabilité se situe aux deux niveaux. C'est ça la question. Oui, aux deux niveaux. Voilà. Mais quand il y a une dépendance, avant de venir à votre question, je vais renchérir un peu ce que Madame Leslie a dit. Nous sommes dans le contexte africain. Et souvent, quand je parle, vous allez voir que je me situe dans le contexte africain. Tout à fait. Chez nous en Afrique, c'est pendant les fiançailles, les amitiés, que nous apprécions plus ce que c'est cette histoire-là. Le monsieur, il est disponible tout le temps. La femme aussi disponible. Dans ce moment-là, il n'y a pas de fatigue. On ne se fatigue jamais. On n'est jamais fatigué. De se voir. C'est le feu qui est allumé tout le temps. Et quand on met un peu de l'essence, ça prend. C'est rapide. Bim. Voilà. Mais au bout d'un moment, quand on se met ensemble, 1 an, 2 ans, 3 ans, surtout quand l'enfant vient, le monsieur rapidement se rétracte. Ça commence par les hommes. Excusez-moi le terme. Oui, c'est les hommes qui commencent. Ah bon? Oui. Appelons les choses par Non, mais généralement, ça c'est une question entre parenthèses. La femme, après son accouchement, elle peut aller à l'acte sexuel combien de semaines plus tard? J'ai dit avant de commencer que je ne suis pas gynécologue. Oui, bon, en tant que mais dans nos pratiques, voilà. Quand nous on a fait d'enfants, on a attendu 3 mois, 6 mois. Mais pendant les 3 mois, 6 mois... Au premier accouchement, j'ai attendu
6 mois. Mais au deuxième accouchement, on m'a dit que ce n'est pas bon. Mais je suis allée à 3 mois. Justement, pendant ces 3 mois, l'homme fait quoi? Pendant ces 3 mois, bon, l'homme, il est là à nous donner de petits câlins. Non, et il attend. Non, on dit, nous mettons dans notre tête qu'il supporte, mais c'est autre chose. On n'a pas à aller fouiller dans ça. D'accord, mais on n'a pas à aller fouiller là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord que l'homme ne peut pas attendre? Je suis d'accord que quand l'homme, sa tête tourne et qu'il est bien, il ne peut pas attendre. Ils n'attendent pas. Okay. Donc, je n'ai pas à aller fouiller ce côté-là. Mais je sais qu'il vient avec de petits câlins parce que nous avons eu un enfant ensemble. Mais avec le temps, je parle de quand le couple prend de l'âge, c'est l'homme qui commence par démissionner. Parce qu'on ne sait pas ce qui leur passe par la tête, il est là, il va en parler. C'est-à-dire qu'il est fatigué de toujours manger. On ne peut pas être fatigué tout le temps, comme l'a dit Madame Leslie, on ne peut pas être fatigué. Non, je dis fatigué de toujours consommer... la même chair. Oui. Je n'ai pas dit ça. Fatigué de consommer le même repas, je voulais dire. Oui, il y a la chair dans le repas. Il y a quand même la viande dans le repas. Il y a aussi de l'os dedans. Il y a de l'os dedans. Donc, le monsieur est fatigué de goûter tout le temps la même sauce. Non, on ne va pas mettre... On ne va pas trouver l'excuse là, ici. D'accord. Quand on parle quand on parle du sexe dans le couple, il faudrait quand même que nous soyons responsables. Il faudrait que l'homme sache ce qu'il a à faire, la femme aussi connaisse à peu près le rôle qu'elle doit jouer. D'accord. L'homme, quand il démissionne, il ne dit pas que je démissionne. Ce n'est pas des actes. Tout le temps, l'homme, quand on peut forcer, la femme peut forcer l'homme à vouloir remplir son devoir conjugal, mais si ça ne vient pas de la tête, l'homme n'est pas comme la femme. La femme a sa façon de se mettre dans un état donné. Mais l'homme, quand on fait tout et ça ne prend pas, c'est que ça ne prend pas. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas le faire. Donc, il faudrait qu'à un moment donné dans le couple, chacun puisse savoir que l'autre, à des moments donnés, a des envies. La femme qui dit « je suis fatiguée », une fois, en passant, l'homme doit pouvoir comprendre. Je pense que c'est ça. Mais maintenant, je vais revenir à votre question. Reposez-moi la question. Pourquoi, quand il s'agit de l'homme, on dit oui, la femme peut, une fois en passant, dire non, et l'homme va comprendre. Mais quand il s'agit de l'homme, 2 fois, 3 fois, on peut accepter ça? Non? 2 fois, 3 fois, si ce n'est pas continuel, si ce n'est pas fréquent, l'homme peut être fatigué. Monsieur Simplice a donné des exemples des hommes qui travaillent dans un domaine qui demande beaucoup d'énergie. La femme comprend. D'accord. Mais quand on se met ensemble, on n'a plus des envies comme avant. Je ne sais pas si c'est moi qui parle mal. Non, c'est votre avis. Je voudrais renchérir rapidement. Très rapidement. Il faut dire à Madame Rebecca que, vous savez, à un certain âge, la libido de la femme, elle est plus évoluée. Et à un certain âge, chez l'homme, elle diminue au fait. Donc, c'est sur ce paramètre. D'accord. Je voulais rejoindre ce que la dame a dit. Une autre question. Vous avez commencé, quand je vous ai posé ma toute première question à l'entame de ce débat, vous avez commencé par en parler. Est-ce que la dysfonction érectile peut être aussi catégorisée comme étant une fuite de responsabilité? À mon niveau, non. Quand le monsieur est malade, on ne peut pas parler de fuite de responsabilité. Comment on sait qu'il est malade? C'est à l'homme de communiquer. Il y a des hommes qui n'en parlent pas et qui en font des polémiques. La femme pense que c'est elle qui a... la femme pense qu'elle est plus désirable. Non. Il y a des hommes, quand ils sont malades, ils cachent leur maladie. Mais le monsieur qui était tout le temps viril, mais à un moment donné a perdu la virilité, je pense qu'il doit aller à la table de dialogue avec son épouse. Parce que parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui suis responsable? Ou bien le monsieur, il a eu d'autres femmes. La femme a 1000 idées en tête quand ça commence. Donc moi, je pense que l'homme doit communiquer. Mais si c'est la femme qui a des problèmes de baisse de libido, elle doit communiquer aussi avec son homme. Je pense que c'est la communication qu'on doit prioriser dans cette histoire de maladie. On ne doit pas classer ça. Donc ce n'est pas une fuite de responsabilité sexuelle. D'accord. Simplice Dossou? Oui, je vais rebondir quelques minutes sur ce que Mme Kobo disait. Et vous savez, généralement, on pense que oui, c'est l'homme qui est le premier à pouvoir fléchir d'abord, et vu l'âge qui évolue. Mais n'oublions pas aussi, quel que soit l'âge de l'homme, si la femme est responsable, elle sait qu'elle est réceptrice, elle sait qu'elle a vraiment un rôle prépondérant à jouer au niveau de l'homme, je sais que l'homme, quel que soit l'âge qu'il a,
soulève toujours. Et il est toujours apte. Vous voyez, je dis dans ce sens. Parce que. Les dames ne sont pas d'accord sur le plateau. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle mais bon, vous avez quand même accepté. Chacun à son tour, quoi. Chacun à son tour, vous voyez. Donc, il faudrait que les parts aussi viennent de façon fréquente chez les femmes. Parce que pour s'assurer effectivement que oui, l'homme que j'ai, le mari que j'ai, c'est pas tout le temps le mari qui va dire j'ai besoin de la femme, non. La femme devrait dire aussi. Quand je mets un string, oui, Madame vous, Leslie, messieurs. la femme aussi devrait aussi faire les gestes pour montrer oui, j'ai besoin de mon mari. Leslie a donné un exemple tout à l'heure. On va au-delà du string. Quand je mets une musette et que je mets un string, tout ça là, c'est bien. Bonne musique, ça veut dire que vous interpelle. Oui, ça là, je sais que ça c'est pour biper. Ça c'est pour biper. Et ça vraiment interpelle, vous voyez. Mais ayez aussi le courage de dire oui, mon mari. Aujourd'hui là, même avant, il y a certaines femmes qui le disent, vous voyez. D'ailleurs, vous savez bien qu'il y a des femmes qui sont très timides, qui ne le feront jamais. Est-ce que cette timidité aussi, c'est pas à l'homme d'amener cette femme-là à dépasser cette étape de timidité? Et il y a certaines femmes, même si l'homme fait les pas, les 1000 pas, elle dit non, vraiment pour l'instant, des choses comme ça. Il faudrait qu'on reformate, je vais dire, le cerveau de certaines femmes pour savoir que c'est réciproque. Les rôles que vous avez à jouer dans le foyer, pour que ça soit consolidé, l'amour, la pratique, l'usage sexuel, ça vient de l'homme, ça vient de la femme aussi. Et c'est une responsabilité des deux côtés. D'accord. Leslie veut dire quelque chose? Oui, je voudrais dire un truc. Il faut faire attention. Lorsqu'une femme se retracte, à chaque fois elle vous dit elle ne veut pas, Monsieur Simplice, c'est qu'elle a un bon jeune qui se d'elle dehors. Voilà. Non, ça on n'a pas entendu. Voilà, on n'a pas entendu. Alors, à vous écouter tout à l'heure, chacun de vous, c'est que oui, la vie sexuelle au sein d'un couple est très importante, n'est-ce pas, capitale? Oui. Alors, à quelle fréquence devrait-on alors finalement avoir, faire l'amour au sein du couple? Moi, je dirais tous les jours. En une seule... Madame Leslie, vous êtes grave tous les jours. Oui, tous les jours. Grave ce matin, non. D'accord. Moi, je dirais tous les jours. Si c'est possible, même le matin, le soir même l'après-midi. Tu peux te trouver au bureau. D'accord. Ouais. D'accord. Pause café, quoi. Pour le trouver au bureau. Oui. Oui. Madame Leslie, ce qu'elle dit, on ne peut pas dire non. C'est son rythme à elle. Mais toutes les femmes n'ont pas... Non, toutes les femmes n'ont pas ce rythme-là. On peut faire l'amour Il peut arriver que dans une semaine, qu'on fasse l'amour tous les jours. Ça peut arriver. Mais il peut arriver des moments où on ne fait pas l'amour du tout. On peut s'amuser, on peut aller à d'autres jeux, des fantasmes et autres, sans faire l'amour. Est-ce qu'on peut assouvir des fantasmes sans passer à l'acte sexuel? Oui. D'accord, ça dépend des fantasmes. Oui, si c'est en couple, il y a des choses qui se font en couple. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il suffit d'harmoniser les choses. Il suffit d'être en symbiose avec son partenaire et puis ça passe. Simplice Dossou? Oui, faire l'amour tous les jours de la semaine pour ne pas fuir sa responsabilité. Pour ne pas fuir sa responsabilité. Mais lorsque on dit tout n'est pas, comment on l'appelle, lorsque vous allez faire usage de chaque fois des choses, vous n'irez pas être aussi, comment on appelle, en fait, vous serez sur une épuisé. Je ne dirais même pas épuisé. C'est que je cherche une technique là, mais c'est pas grave. Lorsque vous le faites de façon régulière et toutes les fois, tous les jours, et sur une année, 365 jours, toi tu ne fais que ça. Pas bon. Je vois que tu risques de créer encore d'autres problèmes. Ah bon? Oui. Il faut aller dans un rythme normal. On peut le faire tous les jours, comme elle a dit. Le rythme normal pour vous, c'est quoi? Bon, je ne suis pas médecin. Non, pour vous, j'ai dit, pour vous, en tant qu'humain. En tant qu'humain, on sait que... Deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Non. Mais je suis dans les normes. Oh là là. Pour extrapoler, je peux dire 4 fois par semaine. Pour extrapoler, mais quand je dis 2 fois par semaine, les hommes seront d'accord. Parce que si c'est en couple là, on n'a pas le temps. Voilà. C'est ça que je dis. Minimum parce qu'en couple, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. On a beaucoup de responsabilités à faire face. Et on n'a même pas le temps d'aller au coït tout le temps. N'oublions pas aussi, lorsqu'on est tellement habitué à ça, il peut arriver des moments où l'homme voyage ou bien la femme voyage. Mais c'est peut-être tellement à ce rythme, à cette fréquence, il peut toutefois se dire, bon, comme elle n'est pas là, mais comme il n'est pas là, et je suis habitué, le corps est habitué, l'organisme est habitué, puis j'atteins cet orgasme, ça veut dire que
ailleurs, je peux le faire pour pouvoir Voilà. combler le vide. Vous D'accord. voyez? Donc, il faut d'accord. aller dans un Donc, rythme. chez vous, je retiens que Madame Apauvois dit 2 fois minimum, Moi, je dis par minimum semaine. 4 fois par semaine. Minimum 4 4 fois par semaine. Et Leslie qui renchérit en disant que tous les jours, s'il le faut, entre midi et 2, il faut y aller. Du moment où... Ok, d'accord. Je confirme là. D'accord. Alors finalement, J'affirme. fuite de responsabilité sexuelle au sein du couple, est-ce un danger pour le foyer? Oui ou non? Danger. La fuite de responsabilité sexuelle est un danger pour le couple. Plus qu'un danger. Plus qu'un danger. Oui. Au-delà, c'est un très, très, très grand danger mortel. Merci à vous pour ce moment de partage d'idées. Alors, nul doute, chers amis, si vous êtes en couple, alors la vie sexuelle sera un des piliers de votre relation amoureuse, car elle constitue un moment où coexistent de nombreux phénomènes amoureux, comme par exemple le plaisir, la séduction, le romantisme, l'attraction, la pulsion, l'affection, l'érotisme ou encore la communion. Essayez alors pour ne pas qu'on vous accuse plus tard de fuir vos responsabilités sexuelles envers votre partenaire. Merci pour votre fidélité à cette émission et c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.